Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell, j'ai l'honneur d'accueillir Hervé Bloch. Salut Hervé. Bonjour. Alors Hervé, on te connaît par les Big Boss, un événement emblématique que tu as lancé maintenant il y a à peu près une dizaine d'années. Je vais te laisser revenir un petit peu sur ton parcours et te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Alors, moi, j'ai 48 ans, j'ai 2 enfants et j'ai toujours été dans des fonctions commerciales dans la tech. J'ai commencé en 99. 99, c'était vraiment le début de l'aventure Net Génération. J'étais chez IBM d'ailleurs et on parlait d'Allociné, d'Aquarelle, d'Auckland, d'Ibazar. Donc, c'était vraiment les premières marques de cette Net Génération. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en 25 ans, je suis comme un dinosaure du digital. Et il y a quand même peu d'industries où on peut être un dinosaure avec 25 ans. Et donc, j'ai travaillé à peu près la moitié du temps chez les autres, en tant que commercial, directeur commercial, country manager, regional manager, VP Sales. Et l'autre moitié, une fois que j'avais vraiment atteint une grosse notoriété dans cet écosystème digital, une grosse capacité à networker, à fédérer des communautés, bah, j'ai décidé finalement de monter mon entreprise. Donc, j'ai monté en 2011. C'était de la mise en relation entre décideurs et prestataires que je connaissais. Puis à un moment donné, quand je me suis dit, bah tiens, si je mets 10 annonceurs et 10 prestataires en face, ça fait une combinaison de 100 possibilités. Et ben si j'emmenais tout le monde de manière décalée, donc en l'occurrence au ski, un week-end, et si j'ai 100 décideurs et 50 partenaires, ben c'est fait plutôt 5000 combinaisons possibles. Et donc j'ai lancé en 2013, ça s'appelait à l'époque les Big Boss Fonds du ski, en hommage à Fernand Bonnevie, qui était le moniteur de Jean-Claude Duss dans les Bronzés Fonds du Ski et qui venait de mourir à l'époque. Et donc, j'ai voulu associer la marque Bronzés Fonds du Ski, Big Boss Fonds du Ski, pour montrer le côté potache, le côté relationnel. Parce qu'en fin de compte, pousser des décideurs un week-end à aller à 2000 mètres d'altitude pour échanger sur leur business, c'est quelque chose d'assez atypique et finalement d'assez puissant. Parce qu'on sort les cadres, on sort en fait des conventions, et donc, on va vraiment créer une intimité relationnelle avec un futur client. Et donc, c'était ma signature. J'ai fait l'été. J'ai pas attendu un an pour refaire l'hiver. J'ai fait l'été. Ça s'appelait la Summer Edition. On est parti à Fuerteventura, aux Canaries. Et depuis, j'ai fait à peu près 250 événements. J'ai levé 18 millions d'euros auprès d'un fonds d'investissement. J'ai cédé la majorité de mon capital à un ensemble de sociétés qui s'appelle aujourd'hui European Digital Group. Je suis passé de zéro à peu près 100 salariés, de zéro à peu près 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, bah, une épopée folle avec plein de rebondissements et en tout cas une détermination à créer du lien communautaire, relationnel entre des décideurs et des acteurs de la tech. Ça fait un beau programme pour cet épisode parce que donc tu as vécu la levée, le fonds d'investissement LBO et tu as vécu aussi l'acquisition. Tu l'as pas précisé ici, mais je crois que tu as fait une ou deux acquisitions. Tout à fait, exactement. On va J'ai pouvoir fait revenir un peu sur toutes ces aventures. un speedboat, et en fait, c'est vachement intéressant parce que monter une boîte et reprendre une boîte existante, reprendre ou en tout cas racheter une boîte existante, c'est pas du tout la même chose, hein. Et puis moi, c'était la première fois que je montais une boîte, c'est la première fois que j'achetais une boîte. En fait, tout ce que j'ai fait là depuis les 10 dernières années, c'était la première fois que je le faisais. Mais c'est aussi vachement intéressant puisqu'on a l'œil neuf de la découverte. Et puis on a aussi la rage, hein. Il faut avoir la rage de réussir. Surtout que bah, on sait tous que l'entrepreneur, c'est pas, on constate les succès à la fin, mais on voit pas tout ce qui s'est passé derrière. Et il faut quand même avoir beaucoup de rage et de détermination pour y arriver. Petite parenthèse, là, tu as dit on constate que le succès à la fin. C'est quoi le succès pour toi? Très bonne question. Alors, lorsqu'en 2019, le fonds d'investissement est rentré au capital, il m'a proposé un management package pour mes équipes, pour mes managers clés, qui était limité à 5-6 personnes et qui était limité à 50% du volume, sachant que moi, je pouvais capter les 50% restants. Eh bien, j'ai décidé de quasiment tout céder aux équipes et du coup, j'ai élargi à une trentaine de personnes qui ont mis des tickets qui allaient de 1000 à 15 000 euros. Et on a fait un très beau multiple qui s'est débouclé il y a quelques semaines. Et ça, je suis très fier. C'est-à-dire que j'ai rendu, alors ils ne sont pas tout à fait millionnaires, mais j'ai rendu quand même des jeunes de 25, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Ils ont pris des centaines de milliers d'euros
Et donc, bah, c'est le super apport pour acheter leur appart. Voilà, donc pour moi, cette réussite, elle est aussi collective. Moi, quand j'ai cédé les parts de mon capital, 100% m'appartenait. Et donc, bah, je sais qu'aujourd'hui, il y a un partage de la valeur et cette réussite, bah, c'est aussi la leur. Et donc, je trouvais ça bien de les récompenser. Sous prétexte qu'ils n'étaient pas actionnaires au début, eh bien, je trouvais pas sympa de ne pas partager la valeur avec eux à l'arrivée. Voilà, donc pour moi, la réussite, c'est aussi la réussite d'une équipe et la satisfaction que eux aient pris des tickets qui pesaient pour chacun entre 1 et 5, voire 10 ans de salaire. Donc c'était quand même significatif. Est-ce qu'on peut revenir sur les grandes étapes de déploiement des Big Boss entre ces premiers meetings que tu fais et ces différentes opérations? Est-ce qu'il y a eu des paliers? Qu'est-ce qu'il y a eu comme élément accélérateur dans ton développement? Alors, donc, la première année, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires. On est en 2011. Globalement, je suis un VRP et j'apporte des affaires aux uns aux autres. La deuxième année, je fais 200 000 euros de chiffre d'affaires. Globalement, c'est la même chose, mais j'ai doublé. Et puis tout d'un coup, j'ai l'idée de faire les big boss. Et là, je fais 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 6 millions, 8 millions, 11 millions, 14 millions, 17 millions. Donc en fait, à partir du moment où l'idée était là, eh bien, on est allé exploser. Alors, je mets une petite parenthèse sur le Covid en 2020, puisque là, le chiffre d'affaires n'était pas significatif. On a quand même généré de l'EBITDA l'année 2020 où tout l'événementiel s'est écroulé parce qu'il y avait une interdiction de faire. Très vite, nous, on a digitalisé. Et on a racheté une société qui nous a permis de digitaliser nos événements. Et donc, voilà, donc on a une croissance continue, permanente, y compris d'être largement bénéficiaire l'année 2020. Et donc, voilà, donc une épopée des étapes. Alors, les étapes, on va dire que 2013, c'est le premier format, donc à la montagne. 2014, c'est le premier format à l'été. Ensuite, on a lancé les dîners en 2015. En 2016, on a lancé des soirées. Je me rappelle d'une soirée, j'avais loué un bus discothèque qui traversait tout Paris. Et donc, bah voilà, il y avait une centaine de personnes. C'était sympa, c'était bon enfant. En 2017, on a lancé les verticales, tourisme et retail. En 2018, on a lancé les journées. En 2019, on a lancé les événements à la galerie, donc qu'on appelait Spring et Automne pour rééquilibrer avec Summer Winter. En 2020, bon bah là, on n'a pas eu le choix, on a fait des événements digitalisés. En 2021, on a fait des événements hybrides. En 2022, on a travaillé sur une logique de réduction de la fréquence de nos événements, parce qu'on était arrivé, en 2019, on avait 39 événements dans l'année, ce qui faisait un événement par semaine hors vacances scolaires. Donc c'était une usure très forte des équipes, une usure très forte des bases, puisque on adressait à peu près les mêmes communautés, même s'il y avait des teintes sectorielles ou fonctionnelles, c'était à peu près les mêmes communautés. Donc en 2022, on a une stratégie de réduction de la fréquence des événements. Et puis en 2023, eh bien on a maintenu cette logique de réduction. L'idée c'est d'aller chercher toujours plus de qualité, toujours plus de retour sur investissement, parce que la quantité ne suffit pas. Quand on met en relation des décideurs et des prestataires, on peut jouer à la quantité. Hein, voilà, j'ai 1000 personnes, je suis super content. Mais si derrière on a des décideurs qui n'ont pas de projet, des prestataires qui sont pas crédibles, ça marche pas. Donc, on travaille de plus en plus, on a développé ce qu'on appelle la business experience, on a des customer success managers, on a des big boss success managers. Et donc, c'est toute cette teinte-là qu'on a développée depuis 2022 pour sophistiquer les modèles. Et puis, chose importante, quand j'ai créé le format en 2013, franchement, j'étais tout seul. Il y avait un acteur en place sur un rocher, un autre sur la French Riviera, et puis moi, j'étais le trublion. Le sex appeal, il était plutôt côté Big Boss. Et puis, bah, à force, les gens ont quand même observé ces formats, la qualité relationnelle, ils ont essayé de piocher quelques petites recettes. Et puis, force est de constater que quelques années plus tard, eh bien, ça s'est densifié, la concurrence s'est densifiée. Et puis, bah, nous, on représente une grosse partie de l'activité. Hein, donc finalement, c'est pas évident. Doubler notre chiffre d'affaires quand on fait 1 million, pas la même chose que doubler notre chiffre d'affaires quand on fait 17 millions. Quoi. Donc voilà, donc il faut être de plus en plus musclé, de plus en plus efficace, jamais se reposer sur ses lauriers, toujours réinventer. On est en pleine réinvention en 2024 sur nos formats. Et donc, bah, c'est toute cette compréhension et toute cette écoute de nos communautés qui nous a permis de progresser d'année en année. C'est quoi les grands recrutements stratégiques que tu as eu dans le développement des Big Boss?
Alors, bon, la première, c'est Camille Dumont. C'était une petite stagiaire alternante. Elle avait 20 ans, mais elle était très douée sur la partie opérationnelle logistique. Et mine de rien, un événement, si on n'est pas au millimètre près sur chacune des étapes, ça peut vite être débordant. Donc, bah, Camille, elle est toujours là, 10 ans. Elle a fait 10 ans avec nous. On a fêté ces 10 ans là, donc c'est une belle un beau recrutement. Quelques années plus tard, on a eu Vincent Guinard, qui est devenu directeur commercial, qui est maintenant au Comex étendu sur toutes les logiques de revenus. C'est un peu le chief revenue officer. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il se marie cet été avec Camille. Donc voilà, donc les deux, ils, vont, ils sont. J'ai le droit d'en parler. Hein, j'ai le droit d'en parler. Je suis même invité au mariage. Et donc voilà, donc la vision commerciale, la vision logistique. Puis au fur et à mesure, finalement, c'est très important ce qu'on se dit là, c'est que un entrepreneur, il a une idée, genre une idée folle, et puis après, il faut de l'exécution. Et en fait, d'ailleurs, les investisseurs, ils préfèrent un génial entrepreneur qui a une idée nulle plutôt qu'un entrepreneur moyen qui a une idée géniale. Bah parce qu'il ne va pas réussir à la développer et l'exécuter. Alors que l'entrepreneur brillant qui a une mauvaise idée, il va pivoter et puis il va finir par pouvoir exécuter quelque chose de satisfaisant. Et donc l'entrepreneur génial, c'est celui qui doit sentir les équipes qu'il doit recruter et puis recruter des gens meilleurs que lui. Aujourd'hui, j'ai un DG, ça fait 6 semaines qu'il est là. Je pense qu'il est meilleur que moi. Je l'écoute, hein, il est à côté de moi. Franchement, je me dis, sur des sujets de process, de profondeur d'action, il est plus fort que moi. Je pense être plus fort que lui sur des sujets de bizdev, de communication, d'incarnation, etc. Mais et c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de trouver des gens meilleurs que soi, c'est de les associer au capital, les associer pour qu'eux-mêmes, quand ils se lèvent le matin, c'est pas juste leur salaire qu'ils vont aller chercher, c'est aussi une part de la réussite de l'entreprise. Et donc voilà. Donc je pense que c'est marrant. Il y a encore quelques années, je le fais plus là, mais il y a encore quelques années, je faisais des standing ovations sur les opus et je prénommais tous mes collaborateurs. Ça a étonné d'ailleurs tous les participants, mais Hervé, tu connais par cœur le prénom de tous tes collaborateurs? Ah oui, ils sont dans l'open space, je les ai quasiment tous recrutés, j'en ai 60. Bon, maintenant on a franchi les 100. Bon, je t'avouerai que certains alternants, stagiaires, c'est pas moi qui les ai recrutés, donc je serais pas sûr de pouvoir les prénommer. Mais en tout cas, voilà, c'est important. Moi, j'ai un open space où même mon bureau est ouvert. Alors, des fois, c'est compliqué parce qu'il y a des infos confidentielles qui sont entendues. Mais bon, n'importe qui peut avoir accès au patron n'importe quand. Et tu avais déjà fait de l'événementiel avant de lancer dans les Big Boss ou... Non, jamais. J'avais consommé de l'événementiel, puisqu'en tant que directeur commercial, je faisais des salons, des événements. Donc, j'avais la vision client, mais je n'avais jamais été confronté à l'organisation d'un événement. Donc les Big Boss se sont déployés, développés. Donc 2019, premier LBO avec EDG. Comment t'en es Ouais. arrivé à cette histoire en fait? Alors, l'histoire est assez sympa. On est fin 2017. J'ai un décideur chez Carrefour qui m'appelle et qui me dit Hervé, je voudrais te présenter un acteur, un de mes partenaires. Je pense que vous pourriez faire des choses ensemble. Viens, on se retrouve chez lui. Bon, voilà, un des décideurs emblématiques qui vient sur nos événements. Voilà, je lui fais confiance. Je me retrouve dans des bureaux dans le 9e arrondissement, audit, conseil, stratégie. Je me dis, qu'est-ce que je fous là? Enfin, audit, conseil, stratégie. Bon, c'est pas forcément les partenaires pertinents sur nos événements. Donc je creuse et en fait je me rends compte qu'il fait de l'audit financier, ce qu'on appelle du transaction services, et il fait de l'audit financier pour des startups ou des boîtes qui veulent racheter des startups. Et donc très bien, bon bah je les écoute, hein, les deux, la personne de chez Carrefour et puis ce partenaire, et ils me disent voilà Hervé, la différence entre un banquier d'affaires et un auditeur financier, c'est que le banquier d'affaires il a le carnet d'adresse. Et donc cet auditeur financier, je l'ai convaincu de sponsoriser tes événements pour qu'il ait ce carnet d'adresse et qu'il échange avec des prestataires qui, à l'instant T, n'ont pas encore forcément le besoin de lever ou de céder leur société, mais qui pourrait l'avoir et donc il pourrait prendre date et se constituer comme ça un réseau de potentiels clients. Et donc c'est ce qui s'est passé. Il est venu aux événements. Il a rencontré d'ailleurs ADM Value qui a signé un mandat et il a revendu 120 millions d'euros au groupe Tessie, qui est un concurrent de Téléperformance dans le domaine de la relation client, donc très très belle réussite. Et il me dit, mais au fait Hervé, j'ai une idée d'un deuxième client. Toi, comment ça, moi?
bah, toi, ta société, elle vaut de l'argent. Ben non, ma société, elle vaut pas d'argent, je suis très incarnant, ok, j'ai des équipes, mais bon, tout repose sur moi. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai vécu tes événements, j'ai signé un très gros deal, j'ai entendu, j'ai beaucoup parlé avec tes participants. Bien sûr que tu es incarnant et iconique, mais il y a moyen de valoriser. Alors, peut-être pas vendre 100%, parce que si tu pars, effectivement, c'est encore trop incarnant, mais tu peux le faire progressivement, par séquence, te désincarner, recruter des DGA, des DG, enfin, globalement, c'est possible. Et donc, moi, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit, j'avais pas du tout de besoin de fonds, hein, puisque la société était rentable. Et donc, je me prête au jeu. Et donc, je rédige une quinzaine de slides, on part faire un process, je rencontre, j'ai eu 6 offres, 6 offres, je valide avec un fonds d'investissement, et puis on bosse 4-5 mois sur le dossier juridique, fiscal, financier, audit, etc. Et puis la veille du closing, c'est quand tout s'est déjà passé. On a eu les LOI, on a eu le signing, on a eu les audits, on a eu le pré-closing, et puis là, on a le closing, la veille au soir du closing, mon avocat m'appelle, dit Hervé, est-ce que tu peux te mettre à l'écart, j'ai une chose importante. Il y a 1 heure, tu as eu l'appel du fonds d'investissement qui te disait que le pré-closing, tout s'était bien passé, que demain, tu allais prendre ton plus beau stylo pour exécuter ton closing. Malheureusement, ton ex-femme, qui a une part sur 1000 et que tu as convoqué régulièrement pour l'Assemblée générale qui allait nantir tes parts dans le cadre de l'opération, explique que il y a une clause d'agrément dans les statuts et qu'elle aurait dû faire une offre et qu'elle n'a pas pu faire l'offre et que donc il y a comme un vice de forme dans la procédure. Donc elle avait beau avoir une part sur 1000, hein, 0,1%, parce qu'à l'époque j'avais 1000 parts et qu'il fallait 2 associés, donc je lui avais donné une part, eh bien, elle fait capoter le deal. Le deal capote. Le deal capote la veille au soir. Et donc, le lendemain matin, je suis un peu dépité et j'en parle à quelques personnes qui étaient dans la confidence. C'est jamais évident un process parce qu'on parle quand même d'enjeux financiers, c'est tactique, c'est stratégique, donc on peut pas non plus en parler à n'importe qui. Moi, je m'étais à l'époque confié à un certain Vincent Clibel qui était devenu un de mes amis, qui était un gros client des Big Boss à l'époque où il avait fondé Ametix. Et donc, je lui explique tout ça. Et Et il me qui a un dit, ah passé de banquier Hervé, d'affaires. comment Et qui a un passé aussi de banquier d'affaires. Exactement. Il a un passé d'avocat d'affaires et il connaît bien tous ces sujets de start-up, etc. Et donc du coup, il me dit Hervé, bah tiens, ça tombe bien. Je l'ai appelé le soir même. Je suis en train de dîner avec des anciens potes quand j'étais avocat. Donc viens, mets le haut-parleur et explique-nous. On va réfléchir comme ça. Comme ça, t'as 4 avocats gratos pour échanger sur ton sujet. Et donc les 4 me disent, bah Hervé, t'es pas bien parce que ils vont être obligés, l'avocat va être obligé de l'envoyer à l'avocat du fonds, qui va l'envoyer à l'avocat des banques, et l'avocat des banques va conseiller ses clients de ne pas faire, bah parce que si jamais dans 4 ans on est obligé de réannuler tous les flux, bah c'est le bordel et donc ça marche pas. Et donc le deal capote. Et là, Vincent Clément il me dit putain mais j'ai une idée, moi j'étais sur le doigt de créer un concept avec Eric Bismuth, le patron de Montefiore, je voulais créer voilà une syndication d'acteurs du digital, ce qu'on appelle du buy and build, hein, donc j'achète et je construis autour. Et ce serait génial d'avoir les big boss comme première participation parce que bah, tu es au cœur de l'écosystème, ça viendrait créer du sexiness pour les autres. Donc c'est une très bonne idée. Je vais te présenter à Eric Bismuth. Et donc c'est ce qu'il fait. Et puis 4 mois plus tard, je fais l'opération EDG. Donc en fait, je ne devais pas faire cette opération-là. D'ailleurs, au passage, c'était une meilleure opération, merci à mon ex-femme. Et puis, c'est une belle aventure d'entrepreneurs associés tous ensemble. Et donc, je suis très content d'avoir fait cette opération. Comment on vit l'appel du banquier? Et comment on s'en remet surtout? Parce que j'imagine qu'il y a C'est-à-dire, quand même eu il y a quand même eu des heures où tu as dû maudire ton ex-femme. ah oui, ça c'est sûr. En fait, alors le banquier d'affaires, lui, il perdait tout puisqu'il était à la com. Le fonds, il perdait tout parce qu'il avait fait tous ses audits. Enfin, tout le monde perdait tout. Il y avait que l'avocat qui m'avait gentiment offert une décote, mais qui voulait quand même avoir une prestation payée. Donc moi, j'étais quand même vraiment. Je m'en rappelle, j'avais un dîner à la galerie à l'époque. C'était à la fois mes bureaux et mon domicile, et donc j'étais dans une tension incroyable. J'ai même pas pu
pénétrer le salon pour animer le dîner, bah, parce que voilà, j'étais quand même pétri de doutes, d'énervement, d'agacement. Donc voilà. Au final, bah, c'est le karma, hein, tout s'est bien passé et puis finalement, bah, c'était un meilleur partenaire. Et en gros, oui, il y a eu des moments un peu durs. Mais en fait, moi, c'est ce qui m'a toujours construit. En fait, je vais aller un peu plus loin. Un entrepreneur, on dit que chaque échec est un pas vers la réussite et que finalement, la réussite, c'est celui qui a échoué une fois de moins que les autres, quoi, ou qui a continué après ses premiers échecs. Alors oui, c'est vrai, mais finalement, moi, les Big Boss, c'est ma première société. En revanche, j'ai eu des failles, j'ai eu des souffrances dans ma vie personnelle, et tout ça, ça m'a musclé, ça m'a donné la rage de réussir, et donc, j'ai perdu ma mère très jeune, etc. Et donc, bah, tout ça, ça m'a créé une musculation relationnelle très forte et la détermination pour y arriver. Tu as dit un truc aussi il y a 5 minutes qui était assez intéressant, c'est qu'effectivement, c'était devenu enfin, ton bureau était ton domicile, les Big Boss, c'est quelque chose qui était hyper personnalisé. Comment vous avez dépersonnalisé les Big Boss après en fait cette opération capitalistique pour que Alors, Hervé en Bloch ne 2010, soit plus le frein à la croissance? exactement. Donc, en 2019, j'avais trois enjeux, c'était trois mots. C'était désincarnation, c'était diversification et c'était internationalisation. Allez, j'en ai fait deux sur trois parce que sur l'international, je suis pas encore très musclé. Et donc la désincarnation, bah, j'ai recruté des DGA. J'ai maintenant un DG et des DGA. La diversification, j'ai ouvert les populations RH, IT, data, cybersécurité. Alors qu'avant, j'étais très orienté digital marketing. J'en ai ouvert d'autres, mais plus compliqués, comme le RSE, le gaming, le juridique, que j'ai éteint. Bah, parce que voilà, il me restait que les miettes, il y avait des acteurs très en place. La diversification, on l'a aussi lancé d'un point de vue technologique, en rachetant donc une techno pour digitaliser les événements. Donc une diversification technologique, une diversification fonctionnelle, une désincarnation. Toi, tu as connu les big boss quand j'étais en train de taper dans un gong et que j'étais partout. Aujourd'hui, sur un événement, je ne fais plus rien. Je suis là, c'est important pour les équipes que je sois là, mais ce n'est plus moi qui suis aux commandes, à la supervision, à l'animation, etc. Moi, je suis juste comme un chef de village au Club Méditerranée qui vient recueillir les satisfactions de ses participants pour prendre des bonnes idées, prendre des bonnes pratiques. Et donc, oui, aujourd'hui, allez, sur un événement majeur comme la Winter Edition, on a fêté les 10 ans en décembre 2023, on a fait un livre, un très beau livre ici, là, le livre des 10 ans des Big Boss, voilà, un livre de 400 pages, de 1300 photos, de 60 interviews. C'est vraiment l'épopée des Big Boss sur 10 ans. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, allez, j'ai 20% des gens qui étaient là au début et qui crèvent d'envie de me voir quand ils viennent sur un événement. Puis j'ai 80%, ils savent même pas qui je suis. J'ai 80%, c'est pas moi qui les ai démarchés, c'est pas moi qui les ai invités. Je n'étais pas l'argument de vente. Et donc, ce sont des gens qui viennent au Big Boss parce qu'ils ont compris qu'au Big Boss, il y avait une façon de faire différente, relationnelle, et que ça apportait ses fruits pour aller chercher les meilleurs prestataires et les bons sujets de tendance pour faire avancer sa transformation digitale. Donc, très clairement, la désincarnation, elle a lieu aujourd'hui. C'est sûr que Hervé Bloch est une marque que j'ai créée depuis maintenant 20 ans et mes parents l'ont créée il y a 48 ans. Mais, mais très clairement, d'ailleurs, je le vois par exemple sur LinkedIn, là, on va bientôt avoir 20 000 abonnés sur la page des Big Boss. Alors oui, c'est vrai que Hervé Bloch a 30 000 connexions. Mais bon, je pense que d'ici, allez, 12-15 mois, on aura franchi les 30 000 côté LinkedIn et donc, voilà, la marque Big Boss aura autant d'aura que les connexions de son fondateur sur LinkedIn. Et c'est quoi d'ailleurs les prochains enjeux des Big Boss? Alors, le premier enjeu, c'est que on est très clivant. On a des formats qui fonctionnent très bien pour certains partenaires et qui fonctionnent pas forcément pour tous. D'ailleurs, pour sécuriser, maximiser le RU, on a lancé la Big Boss Academy il y a maintenant 3 ans, qui marche très très bien. Donc on forme nos commerciaux, enfin les commerciaux de nos clients à maîtriser nos formats, mais on a besoin aussi de formats plus conventionnels.
Donc on va garder les opus Summer-Winter comme une approche très relationnelle. Et puis on a lancé, là c'est la semaine prochaine, on a un événement qui s'appelle Digital Leader Summit, qui va donc à Deauville en semaine avec des corners, des rendez-vous longs. Donc vraiment une posture conventionnelle, très proche de ce qui se pratique sur un rocher ou sur la French Riviera, pour justement aller capter ces partenaires qui ont besoin du conventionnel. Et puis on a les opus qui reste notre signature ou le relationnel. Moi j'estime que le relationnel est plus puissant, mais c'est pas donné à tout le monde et certains ont besoin comme ça de pouvoir exprimer leur offre dans un stand un peu plus conventionnel. Donc l'enjeu c'est de ne pas perdre notre signature relationnelle et d'avoir des événements plutôt relationnels, week-end, avec une forte emprise sur la relation humaine et des événements plutôt conventionnels en semaine avec où on se retrouve dans un centre de congrès, par exemple à Deauville, au centre au CID de Deauville, pour pouvoir aller chercher une clientèle qui n'est pas à l'aise avec les formats relationnels. Je comprends. Et j'avais une question qui m'était venue entre-temps, ça y est, je l'ai oubliée, mais ça va revenir. Aujourd'hui, en fait, par rapport à ce que tu dis, le relationnel est plus classique. J'imagine que du coup, et le fait que vous soyez clivant, j'imagine que la culture d'entreprise Big Boss, elle est aussi clivante, ou Tout à pas? fait. Alors, on met beaucoup d'ADN sur la relation humaine et on le voit aussi dans nos équipes. Par exemple, en 2020, c'était quand même très dur. Hein, tout l'événementiel s'écroulait, toute l'économie allait s'écrouler. Bon, les gouvernements ont fait ce qu'il fallait, mais globalement, c'était très dur et on a eu une force incommensurable. Je me rappelle, on a fait un événement fin 2020 qui a fait plus d'1 million d'euros de marge. L'année où, franchement, tout le monde s'écroulait et les gens étaient plutôt en chômage partiel. D'ailleurs, j'avais dit aux équipes, j'avais dit, si on fait plus d'1 million de marche sur cet événement, je vous donne toutes vos coms à 100%, comme si on avait fait le chiffre qu'on aurait dû faire hors Covid. Alors, bien sûr, on n'a pas fait ce chiffre-là, mais on était quand même bénéficiaires cette année-là. Et ben, eux, ils ont eu 100% de leur com. Et donc, voilà, donc la culture d'entreprise, alors ça a ses avantages, ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'ils s'entendent tous bien. L'inconvénient, c'est qu'ils s'entendent tous bien. C'est-à-dire que dès qu'il y a une exception, tout le monde est au courant. Dès qu'il y a une augmentation, dès qu'il y a une rupture conventionnelle, dès qu'il y a un changement de poste. Donc voilà. Donc en gros, cette culture relationnelle humaine très forte, elle pousse à de grandes choses, mais elle a aussi ses faiblesses ou ses points d'amélioration. Tu as dit qu'il y avait en strat, donc toi, un DG, des DGA, mais en dessous, comment c'est découpé en fait? Ensuite, j'ai des directeurs, des managers et des cadres. D'accord. Et Et donc, c'est quoi la promo? Est-ce qu'il y a un cycle de promotion? Est-ce qu'il y a une école de promotion au sein des Big Boss? alors, très bonne question. La totalité des gens qui sont managers le sont, enfin, en gros, ont une fonction hiérarchique plus haute que celle où je les avais embauchés. D'accord. Les DGA étaient directeurs avant. Les directeurs sont pour la première fois directeurs. Les managers sont pour la première fois managers. Et on a aussi pas mal de CDI qui ont commencé stagiaires ou alternants chez nous. Donc on a une vraie culture de la promotion interne. Bien évidemment que quand on a vécu 2 ans des formats et qu'on a commencé alternant, on est bien plus efficace que le CDI qui vient de sortir de l'école et qui est encore très théorique. Donc, je citais Camille Dumont qui était stagiaire, elle est maintenant directrice des opérations et associée. Vincent Guinard qui était alternant commercial, il est maintenant directeur commercial et associé. Gaëtan Way qui est rentré chargé administratif et comptable, qui est DAF Group. Alexandre Nobécourt, lui, qui venait des Eco-Events, eh bien, il a pris un poste de DGA, c'était la première fois qu'il avait un poste de DGA. Donc typiquement, moi j'aime bien cette culture-là. Alors, j'ai fait un post récemment sur LinkedIn où j'expliquais que, attention, le danger, c'est le principe de Peter, c'est-à-dire que en gros, on est bon à un domaine, du coup, on nous donne le niveau au-dessus, et puis un bon commercial n'est pas forcément un bon manager commercial. Et un bon manager n'est pas forcément un bon directeur. Donc voilà, donc il faut quand même que les gens aient cette pression de l'auto-formation, le développement des hard et des soft skills, parce que si on demande à un RAF de devenir DAF Group, il y a des trucs qu'il ne savait pas faire quand il était RAF. Donc il faut quand même que lui aussi, il puisse s'auto-financer, s'auto-alimenter pour être toujours à la page.
Tu nous as expliqué du coup que tu avais fait des acquisitions. Comment tu les as traitées? Comment tu as impliqué les équipes en interne pour les mener et les intégrer? Alors, j'ai fait deux acquisitions. La première, c'est donc Proximum 365. La petite histoire est assez intéressante. On est fin février, juste avant le confinement annoncé par Emmanuel Macron. Je sentais que, vu que l'Italie allait être confinée, était confinée, que la France allait peut-être subir le même sort. Et j'avais encore 20 événements physiques et je me suis dit, bah, je vais jamais pouvoir les faire, ça va être compliqué. Donc, je m'étais dit, allez, anticipons la chose et trouvons une solution digitalisée. Donc, je remplis des formulaires de lead gen, d'acteurs sur la digitalisation, et c'est directement le DG de la société qui me répond. Je pense qu'il avait accès en copie. Il dit bonjour Monsieur Bloch, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais, je suis le DG de la boîte. Oui, je saurais digitaliser votre événement, mais j'aimerais qu'on se rencontre et qu'on déjeune avant qu'on nous l'interdise. J'ai déjeuné le vendredi avec lui et le dimanche on était tous confinés. C'était donc le DG de Proximum. J'ai testé leur solution et on a acheté la société. Donc finalement, mes équipes avaient déjà vu l'offre, avaient déjà vu les équipes, et puis bah, c'était tout naturel de jouer une logique de rapprochement capitalistique pour puisqu'on les avait déjà testés et on avait vu que la force était pertinente entre l'expert de l'événementiel physique et la techno de digitalisation. Comment tu as gardé ces équipes-là et comment tu les as fait accrocher ces équipes-là à l'aventure Big Boss? Alors, déjà, on est toujours deux sociétés distinctes. J'ai quelques personnes, le DG groupe, bah, il pilote les deux, le DAF, il pilote les deux, le directeur du studio, il pilote les deux. Donc, il commence à y avoir des fonctions transverses, mais les BU sont quand même radicalement différentes, les entités sont radicalement différentes, les équipes sont radicalement différentes, les commerciaux chez l'un ne font pas du tout la même chose que les commerciaux chez l'autre. Donc, on est même dans deux bâtiments différents, même si on est juste à côté à Suresnes. Donc globalement, bah en fait, le chemin se fait assez naturel quand il y a des intérêts croisés, mais on n'est pas encore dans un 100%, 100%, on va dire intégration full, quoi. Et les autres acquisitions? Alors ensuite, l'autre, c'est pas vraiment une acquisition. Pareil, c'est Gwenaëlle Brémils, qui était une des meilleures commerciales que j'ai rencontrées quand elle œuvrait au sein d'un gros acteur du financement chez les Big Boss, qui vient me voir, qui me dit Hervé, je vais arrêter cette société, je voudrais monter un cabinet, une agence de performance commerciale. Et il y a un truc qui te manque, toi, c'est de former tes nouveaux commerciaux à tes événements, parce que mine de rien, tes événements, c'est quand même particulier. Et moi, j'adore, je suis très performante sur tes événements, mais c'est pas donné à tout le monde, voilà, de convaincre en 15 secondes dans un wagon-bar, dans un bar du Club Méditerranée, sur un télésiège. Et donc, faudrait quand même que tu certifies, que tu formes les nouveaux commerciaux à ce qu'on appelle le smart selling, voilà, la vente un peu smart, un peu maligne, un peu relationnelle. Et donc, on a monté la Big Boss Academy ensemble, et puis j'ai fini par acheter 51% du capital de sa société. Donc c'est quasi une société qu'on a créée ensemble, et puis elle l'a créée à 100% au départ, puis très vite elle a compris qu'il y avait un intérêt à faire 49-51. Intéressant. Comment tu prépares les Big Boss à la suite et aux prochaines Alors, étapes? bah, les Big Boss, moi j'ai un DG qui vient d'arriver. J'aimerais bien que, bah, aujourd'hui, je vais donner toutes les équipes. Je n'ai plus aucune équipe en direct, d'accord. Donc il a la direction financière, il a les directeurs généraux des entités, il a tous les directeurs. Enfin bref, il doit avoir 9 lignes de management direct. Et lui, il a qu'un seul reporting, c'est moi. Et donc, bah, l'idée, c'est de l'amener à exécution. Alors, il connaissait bien le format, parce que lui-même était client, il était entrepreneur, donc il découvre pas ni les équipes, ni les formats. Ça, c'est très intéressant. Et donc, voilà, mon but, c'est de faire grandir encore la société et puis d'amener en exécution ce directeur général. Mmh. Alors, tu nous as expliqué que EDG, c'était un buy and build. Comment on crée des synergies dans ce groupe quand on est le générateur de leads pour tout le monde? Alors c'est vrai que moi je suis un peu un vilain petit canard parce que tous les acteurs globalement peuvent se faire des passes entre eux, d'accord. L'acteur qui fait du search, l'autre qui fait du digital content, de l'influence, alors que moi
mes clients, c'est leurs concurrents, quoi, si on résume. Donc moi, je suis un peu à côté. Et en même temps, je peux pas me permettre de faire des unfair advantages parce que bah moi, à peu près 1,5% de mon chiffre d'affaires, c'est les entités de DG et 98,5%, c'est les concurrents ou en tout cas des sociétés qui ne font pas partie du giron ODG. Donc j'ai intérêt à garder vraiment une objectivité forte. Donc ce sont des cousins, les entreprises de DG. Et bah, eux, ils ont bien compris la puissance du format. Hein. Ils sont très, très récurrents sur nos formats. Je peux citer AdsUp qui calcule très finement le ROI. Ils ont un ROI entre 5,6 et 6,7 chaque année sur l'investissement versus la marge brute dégagée. Et j'ai deux trous ce soir, c'est l'horreur. Comment toi, tu progresses, Hervé? Alors, c'est une très bonne question. J'ai progressé en anglais parce que certains fonds d'investissement là récemment étaient en anglais. Et moi, je me sens jamais à l'aise en anglais parce que j'ai une belle verve dans ma langue naturelle, dans ma langue initiale, alors que dans une autre langue, il faut que je reprenne ma grammaire, mon vocabulaire. Donc voilà, donc j'ai dû progresser par la force des choses. En fait, on progresse tout le temps. Hein. Comme je disais, hein, créer une boîte, c'est la première fois que ça m'arrive. Gérer un fonds d'investissement, c'est la première fois que ça m'arrive. Racheter une boîte que j'ai pas créée, c'est la première fois que ça m'arrive. Mettre en exécution un speedboat, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours. Et puis Tu te en fais plus, voilà. accompagner? Comment Tu te fais accompagner? Non, 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 j'ai jamais eu de coach ou autre. Non, non, bah, je me fais accompagner par la force des choses, par mes clients, mes partenaires, mes fournisseurs, mes collaborateurs. Voilà, c'est-à-dire que j'apprends au fur et à mesure, et je me nourris de leur expérience, de leur expertise, des remontées qu'ils me font. Est-ce qu'il y a une grosse différence, enfin, comment toi tu as vécu plutôt la différence entre le Hervé 100% propriétaire de son capital et le Hervé qui doit rendre des comptes à un patron dans un build-up plus un fonds? Alors, au début, c'est pas mal parce que ça nous force. Oh merde, un board là demain, faut que je prépare les slides. Bah, d'ailleurs, j'en ai un demain à 11 heures, c'est plus moi qui prépare les slides. Euh, donc globalement, bah, c'est pas mal parce que moi j'ai vécu la solitude du dirigeant. Moi, à un moment donné, quand je devais pivoter, quand je devais arbitrer, j'avais mes équipes qui me soufflaient, mais les équipes, avant que le fonds arrive, ils n'étaient pas actionnaires. Voilà, ils pouvaient m'emmener vers des erreurs stratégiques. Donc, c'est quand même pas mal d'avoir un Vincent Climbel qui maîtrise très bien les sujets du digital, un Montefiore qui maîtrise très bien la croissance des entreprises, et donc voilà, des gens qui sont musclés dans leur capacité à faire grandir ma société. Donc je l'ai pas vu comme voilà un reporting bête, méchant, répétitif. Certes, ils ont leurs habitudes à nous mettre leur commissaire au compte, leur expert comptable, leur auditeur, leur avocat. Ok, donc ça m'a coûté beaucoup plus cher hein, la partie administrative depuis qu'ils sont là. Mais dans les faits, non, non, c'est plutôt de la bienveillance que de l'ingérence. Tu as dit à un moment, et on en a parlé, c'est que tu avais beaucoup mélangé ta vie perso avec ta vie pro, Ouais. notamment avec ton domicile. Euh, Ça a été quoi les plus gros impacts de cette aventure sur ta vie perso? Alors, en fait, déjà, je recommande pas aux gens de le faire. Parce que moi, je m'en rappelle, je bossais jusqu'à à peu près 19 heures, et puis à un moment donné, je changeais de pièce pour aller manger avec mes enfants. Et en fait, j'avais aucune coupure. C'est-à-dire que moi, mon break entre mon domicile et chez moi, c'est pas 20 minutes de voiture, c'est 20 secondes de marche à pied. Donc j'ai encore tout mon cerveau de la journée qui est face à mes enfants, alors que j'aurais dû couper, déconnecter. Voilà. Donc, moi j'estime qu'il faut ce sas entre finalement entre la vie au bureau, la vie professionnelle et la vie personnelle. Après, moi, ce qui est marrant, c'est que mes filles, d'ailleurs, elles disent que c'est elle le big boss. Donc, elle, c'est le big boss du big boss des big boss. Voilà. En gros, il y a une succession. Je les fais venir au séminaire, je les ai fait venir beaucoup au bureau, elles connaissent par cœur mes équipes historiques. Donc voilà, donc c'est aussi sympa. Elles ont vu un papa entrepreneur, elles ont vu un papa bosseur. Donc ça, c'est important pour les valeurs. Et j'aimerais bien demain entreprendre avec mes filles si elles souhaitent entreprendre. Elles ont cette vocation aujourd'hui ou tu sais pas encore?
Bon, elles ont 12 et 15 ans, donc ça peut encore Ah, ça changer, mais peut tout. j'en ai une qui me dit qu'elle veut être comédienne ou travailler dans l'humanitaire, l'autre qui me dit qu'elle veut être architecte ou modéliste. Bon, donc c'est pas encore très sec. En tout cas, c'est sûr que il faut leur donner l'envie de travailler, l'envie de se battre, et que ça, je m'y attelle tous les jours. Dans, l'aventure Big Boss, tu nous as parlé de moments difficiles, notamment avec ton ex-femme, sur la vente. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu d'autres moments de doute? Est-ce que tu as eu des moments de doute forts sur cette aventure? Ah, franchement, le début du Covid, c'était pas évident, hein, on s'en est bien sorti, mais moi je me rappelle d'ailleurs au tout début, j'étais malade et à l'époque ils voulaient pas tester parce qu'il y avait très peu de tests et donc j'avais été hospitalisé à l'hôpital Foch et puis j'avais dit n'importe quoi, que je fumais, que ma femme était enceinte, enfin je disais n'importe quoi pour me faire tester. Je me suis fait tester. Visiblement, moi, il y avait beaucoup de faux positifs, j'étais négatif et donc je pense que c'était une réaction psychosomatique à l'écroulement de mon business qui pouvait arriver. Parce qu'au début, bon, on se dit on est confiné 2 semaines, puis après on se rend compte qu'on est reconfiné de 2 semaines en 2 semaines, etc. Puis vague 2, vague 3, vague 4. Je me rappelle d'un sujet, je pense que le plus dur, c'était début décembre 2021. Donc on a notre cher Premier ministre de l'époque, Castex, qui prend la parole et qui dit bon, il va y avoir une sixième vague ou une septième vague. Ce que je vous propose, annulez vos soirées de fin d'année, vos repas de Noël, vos séminaires de fin d'année. Je vous suggère. Je vous suggère. Bon. Donc il dit ça 5 jours avant ma Winter Edition 2021. Et donc, on s'est dit, mais ça va être une catastrophe. J'ai le Club Med qui m'appelle, qui était notre fournisseur. Bonjour Hervé, malheureusement, ce n'est pas une interdiction gouvernementale, c'est une suggestion, donc je ne pourrais pas te rembourser. Est-ce que toi, tu fais ton événement ou non? Ok, merci. Donc, non seulement je suis en risque de ne pas faire mon événement, mais en plus, contractuellement, je vais devoir payer les dépenses. Et donc, je me rappelle, on s'est fait une réunion de crise avec mes directeurs le dimanche soir à 20h. Le lundi matin, j'ai dit, OK, maintenant c'est simple, vous appelez la totalité des participants un par un, je veux un bilan toutes les heures. Et je veux savoir qui lâche pas. Et puis, s'il y en a 80% qui lâchent, on va lâcher aussi. S'il y en a 80% qui résistent, on va maintenir. Et donc, on a appelé tous les décideurs, tous les prestataires. Et donc, certains prestataires nous ont lâchés, on les a remboursés. Certains décideurs nous ont lâchés, on leur a dit qu'on comprenait. Mais on a quand même eu 77% de décideurs confirmés et à peu près 80% de prestataires qui ont maintenu. Donc on a fait l'événement. Et c'était pas évident, hein. Je me rappelle, la directrice du Club Med me dit Hervé, bon ok, donc tu fais ton événement, par contre j'ai une autre mauvaise nouvelle, on n'a pas le droit de danser. Parce qu'il y a des règles, de confinement, de trucs, donc nous on sera obligé d'interdire les gens de danser. Ok, bon ça c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, parce que finalement, quand ils dansent, ils networkent plus. Donc, si on fait une ambiance chill où ils boivent des verres et qu'ils discutent, ça va augmenter les échanges business. Donc, ça me dérange pas tant que ça. Et puis, moi, je m'étais dit, pour remercier les participants quand même qui avaient été fidèles au format, alors que franchement, il y avait une suggestion de ne pas faire, eh bien, je me suis dit, et si je créais un vaccinodrome? Et si j'offrais à mes participants la possibilité de faire une deuxième dose? À l'époque, on cherchait des doses dans toute la France. Et je me suis dit, allez, c'est parti. Mes équipes vont opérer là sur les 3 derniers jours toutes les contraintes logistiques. Et moi, je vais trouver un médecin, trouver des doses, trouver une pharmacie et trouver des infirmiers ou des étudiants en médecine pour pour faire les vaccinations. Bon, alors très vite j'ai trouvé les étudiants internes en médecine, pas de problème. Je leur ai dit, vous avez 3 jours au Club Med gratos et en échange, pendant 1 heure, vous vaccinez des participants. Ça, j'ai trouvé très vite. J'ai appelé une dizaine de pharmacies locales. J'en ai trouvé une qui avait 200 doses Pfizer. C'était exactement ce qu'il nous fallait. Mais je suis pas médecin, j'avais pas le droit de les acheter. Donc il fallait que je trouve le médecin. Et puis de toute façon, pour organiser le vaccinodrome, il fallait une responsabilité médicale et les internes n'ont pas encore la responsabilité. Donc là, j'avais tout. J'avais les vaccins, j'avais l'autorisation du Club Med d'organiser le vaccinodrome, j'avais les vaccinateurs, mais j'avais pas de médecin. Et donc on est le jeudi soir, la veille de l'événement. J'ai à l'époque mon DGA en charge des décideurs qui me voit galérer. La nuit est en train de tomber, il devait être 18h. Et donc, je dis, ah putain, merde, ça fait 2 jours que je fais ça à plein temps. C'est-à-dire, j'ai laissé mes équipes gérer l'événement. Et moi, je veux comme ça, toujours cette signature particulière. Je veux offrir un vaccinodrome
aux participants qui ont accepté de faire l'événement malgré les suggestions gouvernementales. Et donc, Clément, mon déjà, me dit, mais Hervé, tu sais que mon beau-père, il est ophtalmo. Donc, un ophtalmo, c'est un médecin. Donc, si tu as besoin d'un médecin pour acheter les doses et organiser un vaccinodrome, voilà, aujourd'hui, il s'occupe que des yeux, mais bon, il peut le faire. Puis en plus, s'il voit que c'est le père de ma femme, s'il voit que ça peut nous sauver, on le tente. Mais putain, appelle-le, quoi, appelle-le. Et donc, il l'appelle et il dit oui. Et on fait le vaccinodrome. On a vacciné 129 personnes. J'étais la dernière personne à être vaccinée. Et donc, on était très heureux de l'avoir fait pour remercier les participants. Alors, certains n'avaient pas besoin d'une deuxième dose, d'autres étaient pas Pfizer, ils étaient Moderna. Enfin bref, on n'a pas pu vacciner tout le monde. C'était bien sûr sur la base du volontariat. Et donc en gros, l'idée, c'est de pouvoir gérer un remerciement intelligent pour des gens qui se sont mis en risque. Au final, ils repartaient avec plus de protection pour leur Noël avec leur famille. C'est cool. Super initiative. Je pense que tu as plein d'autres anecdotes à nous partager si on restait longtemps. Mais avant de peut-être partager une dernière anecdote, est-ce que tu as des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui réfléchit à un moment ou à un autre à vendre sa boîte ou structurer sa boîte pour la vendre? Alors, déjà d'identifier des managers clés et de les monter au capital, parce que voilà, quand on vend sa boîte, on crée une fébrilité. Est-ce qu'on vend 100%, 30%, 40%? Donc voilà, donc d'identifier des managers clés et de partager la valeur avec eux. Et puis d'avoir travaillé cette fameuse désincarnation. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, il doit créer sa société, il doit la développer, il doit l'incarner, il doit la désincarner, il doit la vendre. En général, il la vend plusieurs fois parce qu'il reste quand même aux commandes 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc voilà, donc, en gros, tout ce schéma-là, il doit être bien orchestré au bon moment. C'est con de vendre quand on est en phase d'ultra-développement, c'est dangereux de vendre quand on est trop incarnant. Voilà, il faut être au bon endroit. Et je vais même aller plus loin, parce que je pensais que tu allais me poser ça comme question, donc je vais te poser la question et je vais te donner la réponse. C'est quelles sont les qualités d'un entrepreneur ou Attends, en tu m'as piqué la prochaine question. et voilà, les Ouais. qualités. Alors moi, j'ai mon expérience et ma réponse sur le sujet. J'estime que un entrepreneur doit avoir 3 skills radicalement différentes. Il est très rare qu'un entrepreneur ait les 3. Souvent, il n'a pas les 3. Il en a un ou 2 sur 3. Et son objectif, c'est de s'associer avec ceux qui ont les compétences qu'il n'a pas. Alors, la première compétence, tu la connais très bien, c'est la détermination, l'énergie, l'envie, le talent, la force, le travail commercial. D'accord? L'entrepreneur doit être le premier commercial de sa société, mais ça suffit pas. D'accord? Ça, c'est la première skills. Moi, par exemple, j'ai cette skills. Deuxième skills, c'est le marketing, le produit, la vision. Si on parle d'un tech, la vision tech. Et donc, voilà, la conception produit. On va dire, allez, pour schématiser, le marketeur. Donc en fait, un vendeur et un marketeur qui s'associent, c'est pas mal. Par contre, on voit trop, j'ai encore eu l'exemple récemment, 2 marketeurs qui s'associent, ça marche pas. 2 vendeurs qui s'associent, ça marche pas. Et puis la troisième skill, bon moi je l'avais pas, je l'ai développé à la force des choses, c'est toute la partie administrative, gestion, suivi financier, etc. On peut le sous-traiter à un expert comptable, à un directeur financier, voilà. Mais c'est vrai que un commercial qui sait pas vendre et qui comprend rien à un compte de résultat, qui confond ses encaissements avec son chiffre d'affaires, sa marge avec ses bénéfices, ça va vite être compliqué. Et donc voilà, donc moi j'estime qu'il faut au moins 2 sur les 3 et 2 associés qui ont la même skill, ça sert à rien. Moi, j'ai eu la chance d'avoir cette aptitude commerciale et cette vision marketing produit. Et puis, je me rappelle de vagues cours d'analyse financière en école de commerce sur un compte de résultats. Donc, et je calcule très vite, moi, je calcule très vite. Et donc, du coup, j'ai réussi à m'en sortir. Mais je vois tous les jours des entrepreneurs s'associer. Et je me dis, mais pourquoi ces 2 personnes qui ont exactement la même aptitude s'associent? Alors, ils s'entendent bien, il n'y a pas de problème, hein. Mais sauf que ça marche pas, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. 2 commerciaux qui n'ont pas de produits à vendre, ça marche pas. 2 marketeurs qui savent pas vendre leurs produits, ça marche pas. 2 gestionnaires qui savent ni vendre ni concevoir, ça marche pas. Donc pour moi, il faut avoir ces 3 compétences, ou en tout cas avoir une table de capitalisation
avec des associés qui maîtrisent chacune des compétences. Tu fais un peu de conseils pour des entrepreneurs? Non. Alors, j'en fais, mais amicalement. J'ai lancé récemment sur LinkedIn Better Call Hervé, parce que j'en ai marre de Oussama qui raconte que des conneries sur les réseaux sociaux avec Better Call Ous. Donc moi, je fais Better Call Hervé, et c'est gratuit. Et c'est un programme de mentoring pro bono. En fait, je choisis des entrepreneurs qui m'inspirent, qui ont un bon concept, une bonne approche. Et je leur propose 15 minutes d'échange avec moi. C'est tourné en vidéo, c'est chez moi. Et je les écoute, je les conseille, mais surtout, je leur fais une présentation déterminante, un game changer pour leur vie professionnelle, pour leur boîte. Et donc, bah, on va suivre un peu au fil de l'eau ce que ces game changers auront pu changer, justement. Et voilà, donc j'ai pas du tout vocation demain à être un exécutif business coach. Je le fais tellement à des copains, à d'autres entrepreneurs. C'est pas mal, hein, entre entrepreneurs, de s'échanger des tuyaux, de s'échanger des approches. Voilà, donc je me sens pas de le monétiser, mais voilà, d'avoir plutôt une logique de transmission. J'ai 48 ans, ça fait 25 ans que je travaille. Bah voilà, d'aider des gens qui ont une super idée à pas se tromper au début, c'est plutôt intéressant et puis enrichissant. Voilà, et puis si je suis à l'origine de certaines prochaines success stories, je serai très content. Ah, là, j'ai une question pour le manager Hervé. Comment tu gères le fait d'annoncer à un collaborateur qu'il ne sera pas manager demain parce qu'il n'en a pas les compétences aujourd'hui? Alors j'ai le cas moi d'une collaboratrice qui est une brillante commerciale qui a refusé quand on lui a proposé d'être manager. C'est l'inverse. Et j'ai compris pourquoi. Parce qu'elle était tellement forte en commercial que faire 140% de son objectif et bien gagner sa vie, c'est plus sexy et sympa que piloter une équipe, se battre pour que l'équipe fasse 97%. En fait, et elle a raison, c'est pas les mêmes logiques. Moi, je me rappelle d'un banquier privé qui me disait, moi, je veux jamais être directeur de l'équipe, parce que si je suis directeur de l'équipe, je deviens manager, mais je perds la relation avec mes clients. Et quand on fait de la gestion de fortune ou de la banque privée, bah, ce qui est important, c'est d'avoir la relation avec le client. Donc, je pense que effectivement, certains collaborateurs ne seront pas forcément des bons managers. Le risque, bah, c'est qu'ils partent, c'est qu'ils se vexent, c'est qu'ils se disent bah, si je suis pas un bon manager chez toi, peut-être que je serai un bon manager ailleurs. C'est le jeu. Nous, on a eu très peu de turnover en 10 ans et on a plutôt fait grandir les gens. Maintenant, oui, ce qui est pas évident, c'est qu'à un moment donné, on est aligné les intérêts entre un collaborateur et un employeur, sauf quand il y a une divergence comme celle-là. Et là, bah voilà, il y a un peu de vexation, mais c'est toujours dans les faits. Moi, je suis toujours très relationnel et très factuel. C'est-à-dire, je dis pas, toi, ta tête, elle me revient pas, tu seras pas manager. C'est voilà pourquoi t'es pas encore manager. Et voilà ce qu'il faut encore que tu fasses pour y arriver. Intéressant. Est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais partager ou que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu étais au début de ton aventure entrepreneuriale? Alors, on m'avait donné un conseil. J'avais pas besoin de ce conseil, mais je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont besoin. C'est que c'est toujours mieux d'aller chercher 1 euro de chiffre d'affaires qu'1 euro de capital. Parce que tous ces start-upers, entrepreneurs, noyés dans TikTok et dans Instagram, on leur dit qu'ils veulent leur liberté financière, qu'ils vont être riches, etc., ont l'impression qu'il faut lever des fonds. Mais en fait, lever des fonds, c'est une mauvaise nouvelle, hein, parce qu'on dilue son capital. Le nombre de licornes où tu as, un fondateur historique, iconique, emblématique qui a 1,6% de sa boîte, et qui un jour se vendra peut-être moins que 1 milliard de dollars, qui est la valorisation des licornes, et qui prendra quelques millions, alors qu'on lui prédestinait quelques milliards. Donc, s'il avait pas lâché son capital trop tôt, voilà, un entrepreneur en général, il a des love money, des partenaires, des amis, de la famille qui prennent 30%. Ensuite, ils font une levée de fonds, on perd à peu près 25% par levée de fonds. Donc celui qui fait seed A, B, C, D, E, F, eh ben, il avait 70%, mais en général, ils sont 4 associés. Donc ils avaient 22% chacun. Eh ben, si on fait 6 lettres là et qu'on enlève 25% à chaque fois, à la fin, il reste 1,2%. Et ouais. Et donc il y en a un qui est visible, mais il a autant de parts que celui qui a la tech
qui monte pas sa tête, que celui qui est au produit, etc. Donc oui, attention, bien sûr, des fois, on est obligé de lever des fonds pour développer de la tech, etc. Mais ne levez pas des fonds trop vite, trop tôt, avec une valorisation trop basse de votre entreprise. Ben, c'est un super conseil. Écoute Hervé, avant de te laisser, s'il y a des auditeurs qui veulent te contacter, meilleur canal c'est LinkedIn? Alors c'est LinkedIn, mais malheureusement, alors c'est pas du tout de la flagornerie ou de l'arrogance. LinkedIn est bloqué à 30 000. Et moi, je suis régulièrement à 29 990. J'ai essayé de nettoyer ce matin, j'ai dû en nettoyer une quinzaine. Donc, ils peuvent s'abonner à moi sur LinkedIn. Et puis, bah, allez, échangeons finalement plutôt sur Instagram, puisque j'ai un compte aussi Instagram @hervéblog, et celui-là, il est pas limité. Facebook, par exemple, c'est limité à 5000, et ça fait très longtemps que je suis bloqué à 5000 sur Facebook. Donc voilà, donc en gros, allez, Instagram, il y a encore de la place, contactez-moi sur Instagram. Après, ce sera TikTok le prochain. Voilà, exactement. Bon, écoute Hervé, je passais un super moment avec toi. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Et puis, bah, écoute, je te souhaite bonne chance et bonne continuation pour toutes tes nouvelles aventures. Ok, et ben avec plaisir, et à bientôt. À très bientôt. Ciao, Au revoir. ciao.